Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, croire en l'instauration d'un revenu universel comme solution à tous les maux de notre société, c'est une utopie. D'accord, les utopies c'est bien, mais le problème c'est qu'elles ne sont pas réalisables. Tout d'abord, que se cache-t-il exactement derrière cette proposition, certes alléchante? Il se nomme tour à tour revenu universel, allocation universelle, revenu de base ou encore revenu citoyen. Ces différentes appellations témoignent déjà du danger qui se trouve précisément dans le fait qu'il existe une multitude de modèles et de définitions associées au revenu universel. Nous pourrions ainsi dire qu'il existe pratiquement un modèle de revenu universel par personne, ce qui, notons-le, annule son caractère universel. Dès lors, que veut-on mettre en place et dans quelles conditions? Veut-on instaurer ce revenu au niveau national ou au niveau européen? Qui peut en bénéficier? Tout le monde en principe? Oui, mais certains préconisent qu'il ne soit versé qu'à certaines catégories d'âge de la population. Et puis, comment financer ce système? Voilà autant des questions qui me taraudent en tant qu'étudiante et citoyenne, et incitent, je pense, à réfléchir longuement avant de s'aventurer dans ce projet qui est loin d'être sans risque. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le point de départ qu'implique l'instauration d'un revenu universel. Qui décide de la mise en place et des modalités de ce revenu? S'agit-il des décideurs politiques qui alors imposeront à tout citoyen ce nouveau système? Ou au contraire décide-t-on de faire intervenir tous les citoyens, c'est-à-dire les premiers concernés, dans la décision de mettre en place ou non ce revenu universel? Approche top-down, comme c'est si souvent le cas, ou approche bottom-up rendant actifs les citoyens? Un autre danger serait de voir dans ce revenu universel non pas une allocation complémentaire dont peut bénéficier tout citoyen sans contrepartie, mais comme un système qui viendrait notamment remplacer les allocations de chômage. Sommes-nous prêts à balayer et à occulter le long combat qui a été celui de la sécurité sociale? Comment allons-nous dire à nos parents, à nos grands-parents et arrière-grands-parents que les luttes sociales qu'ils ont menées pour obtenir le droit de s'assurer mutuellement contre les risques liés à l'emploi vont être oubliées au profit d'un nouveau système qui, imposé sans lutte, serait meilleur? C'est parce que les droits et protections ont fait l'objet de luttes sociales que ce système a pu voir le jour. En revanche, sans lutte sociale préalable, comme c'est le cas actuellement pour le revenu universel en Belgique, ça ne fonctionnera pas avec le même élan, avec la même énergie. Et peu de savoirs communs et d'expériences tant individuelles que collectives se produiront si la demande et la décision émanent avant tout des décideurs politiques. Alors qu'auparavant, bénéficier de l'assurance chômage devenait un droit par le seul fait d'avoir été un travailleur, aujourd'hui celle-ci devient de plus en plus conditionnée par des comportements, et en particulier le comportement de la recherche active d'un nouvel emploi, et ce, peu importe qu'il corresponde ou non au projet de vie que l'on s'était imaginé. Cette assurance devient donc de plus en plus conditionnée, réduite et finalement menacée. Alors oui, j'aimerais croire en l'instauration d'un revenu universel qui serait octroyé à tout citoyen sans contrepartie. J'aimerais croire que chaque citoyen soit en partie protégé contre les aléas de la vie, qu'il puisse se rassurer s'il a un emploi précaire et qu'il puisse s'impliquer dans des projets qui lui tiennent à cœur puisqu'il se sent davantage sécurisé. Oui, j'aimerais vraiment y croire, je vous l'assure. Mais pourquoi serait-on soudainement généreux et désintéressé? Pourquoi soudainement nous donnerait-on ce revenu non conditionné à la recherche d'un emploi? Et aussi, pourquoi n'en diminuerait-on pas le montant au bout de quelques années? Il s'agit là pour moi d'une incohérence profonde par rapport au système actuel qui invite à ne pas être crédule. Pourquoi alors ne pas se battre pour renforcer les protections existantes afin de redonner confiance aux citoyens? Car c'est une illusion de croire que ce que l'on instituerait aujourd'hui ne sera pas raboté à l'avenir. Plutôt que de faire confiance en des idées, aussi généreuses puissent-elles paraître, pourquoi ne pas faire confiance à nos luttes pour l'amélioration des conditions de vie? L'histoire ne nous enseigne rien d'autre. Merci. Mesdames et messieurs,
L'ambiguïté dangereuse autour de la notion de revenu universel se retrouve également dans le financement de celui-ci. Il existe en effet diverses propositions concernant d'une part la somme à allouer aux citoyens et d'autre part les modalités pour financer ce système. Rassurez-vous, je ne rentrerai pas ici dans des débats économiques, mais j'attirerai seulement votre attention sur quelques points qui me semblent importants. D'abord, en admettant que l'on mette en place un revenu universel sans toucher aux allocations existantes, ce qui est, il faut le reconnaître, peu probable avant tout pour des raisons de faisabilité budgétaire, cela pourrait générer un sentiment d'injustice chez les citoyens. Je m'explique. Pour quelqu'un qui éprouve des difficultés financières au quotidien, une somme mensuelle supplémentaire de quelques centaines d'euros peut paraître intéressante. Il peut alors se dire qu'il ne risque pas de perdre ce revenu à tout moment. Mais ce même individu qui a des difficultés, même avec ces quelques centaines d'euros supplémentaires par mois, est aussi celui qui se demandera pourquoi l'on donne ces quelques centaines d'euros supplémentaires à des individus qui ont des revenus de 4 000 euros ou plus par mois. Vous me direz certainement que mon propos est simpliste et que tout cela pourra se régler par l'intermédiaire de l'imposition. Peut-être, et c'est certainement une partie de la solution. Mais alors, ce système serait-il accepté par ceux qui détiennent les revenus les plus élevés et qui devraient contribuer davantage? Parce que pour qu'un système fonctionne et soit viable dans le temps, il faut qu'il puisse remporter l'adhésion des citoyens. Si l'on considère par exemple les montants de l'évasion et de l'optimisation fiscale, y compris chez les particuliers qui se comptent en milliards d'euros, on peut légitimement se demander en tant qu'étudiant et citoyen en quoi la mise en place d'un revenu universel y changerait quelque chose. Quelle raison pousserait soudainement les gens à ne plus frauder ou à ne plus déjouer les failles du système? C'est précisément à ce genre de problématique qu'il faut réfléchir et il convient de s'attaquer aux inégalités là où elles sont avant de penser la mise en place d'un revenu universel qui ne fera que les occulter. Rêver, oui, c'est bien, mais pas sans tenir compte des réalités. Car instaurer un revenu universel, n'est-ce pas favoriser la flexibilité de l'emploi dans le sens péjoratif du terme? Les entreprises ne seraient-elles pas confortées et légitimées dans la voie de l'intérim, des contrats à durée déterminée et du temps partiel? Ce système n'inciterait-il pas aussi à faire pression à la baisse sur les salaires? Le revenu universel, s'il est au départ censé assurer les individus et créer davantage d'égalité, se renverse en son contraire lorsqu'il sert de justification aux emplois précaires et empêche d'entendre la voix du monde du travail. Enfin, s'il s'agit de lutter par l'intermédiaire de ce revenu universel contre la précarité et l'emprise du travail sur les vies individuelles, a-t-on notamment pensé aux conséquences en termes d'inégalité entre hommes et femmes face à l'emploi? Parce que le taux d'emploi des femmes est toujours inférieur à celui des hommes. Parce que celles-ci sont toujours plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois faiblement qualifiés et à temps partiel, et parce que cela résulte principalement de contraintes familiales et personnelles, octroyer un revenu universel, n'est-ce pas donner l'opportunité à certains de justifier l'emploi précaire ou flexible des femmes, ou encore à la limite le retour de celles-ci au foyer sous prétexte qu'il s'agit désormais d'un choix personnel? La réflexion sur le revenu universel doit donc être poussée au-delà d'une simple proposition, aussi alléchante puisse-t-elle paraître. Car à toute prétendue solution, il y a toujours un revers. Peut-on d'ailleurs penser qu'il puisse y avoir une seule solution au maux de notre société? Non, mais bien un ensemble de mesures qui pourraient améliorer le bien-être de tous. C'est en analysant chaque problématique et en y répondant une par une que l'on pourra améliorer la confiance des citoyens. Le vrai danger, c'est donc de croire que ce revenu universel pourrait être la solution à tous les maux de notre société. Le vrai danger, c'est d'occulter par ce revenu universel les inégalités profondes qui travaillent notre société et qu'il est pourtant urgent et nécessaire d'éliminer. Non, je le répète, il n'y a jamais de solution miracle, jamais de système sans faille. Et si c'était le cas, alors, mesdames et messieurs, nous n'aurions plus qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Merci beaucoup. « 81% pour Anaïs qui jouait dans l'équipe d'Angers et 19% pour William James qui défendait la position solution.